Madame, Monsieur, bonjour. 96 pick-up, 200 motos tout-terrain, 44 motos d'escorte, 150 lames et bien d'autres matériels. Ce sont plus de 3 milliards de nos francs que le Japon engage pour la police nationale, de quoi renforcer sa capacité opérationnelle. Les détails de la remise de l'ouverture de ce journal. 3 semaines de protestation et exit Evo Morales du pouvoir. Le président bolivien a rendu sa démission, poussé ou encore lâché par la police et l'armée. Evo Morales se préparait pour un 4e mandat présidentiel le 20 octobre dernier, ce qui a déclenché la colère des populations. Le développement de cette actualité en fin d'édition. Une fois de plus, bonjour et merci de nous suivre. Avant de développer ces titres, ce communiqué du gouvernement, le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, apporte un démenti formel à des rumeurs véhiculées faisant état de l'instauration d'une rafle générale et d'un couvre-feu à Ouagadougou. Cet acte de désinformation sur les réseaux sociaux fait partie des œuvres obscurantistes d'hommes et de femmes qui ont des intérêts inavouables à déstabiliser notre faso. Le gouvernement appelle la population à la vigilance face à cette campagne d'intoxication et de manipulation de l'opinion à travers la diffusion d'informations erronées sur les réseaux sociaux. Il invite les populations à vaquer normalement à leurs occupations. En outre, le gouvernement informe que des actions vigoureuses sont mises en œuvre pour mettre un terme à ces pratiques. Ces actions concernent tant ceux qui publient que ceux qui relaient ces informations erronées. C'est donc signé Rémi Fulgence Danjunou, porte-parole du gouvernement. Des véhicules 4x4 de type pick-up, mais aussi des engins à 2 roues pour le terrain et les escortes. Ce matériel roulant et bien d'autres ont été offerts par le Japon à la police nationale burkinabé. Le geste s'évalue à 3 milliards et 250 millions de francs CFA et entend également contribuer au renforcement de la coopération bilatérale. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence des autorités en charge de la sécurité de Roger Cam et Béléman Nestor Toui. 96 véhicules de type pick-up, 244 motos en plus de lampes projecteurs portables. Voilà de quoi renforcer les actions de sécurisation de la police nationale sur le terrain. La remise de ce matériel par le Japon est la concrétisation d'une promesse entre le ministère en charge de la sécurité et l'ambassade du pays du soleil levant. Ça m'a pris presque 12 ans pour la livraison, mais je suis vraiment content d'avoir tenu ma parole pour son Excellence ex-ministre d'État, M. Simon Compaoré, et M. le ministre actuel, M. Compaoré. Mon objectif final est que la police nationale renforce physiquement et spirituellement pour sauvegarder le peuple burkinabé. Un geste qui arrive au moment où le besoin en matériel roulant se fait le plus sentir dans la lutte contre l'insécurité. Et les responsables en charge du département ne cachent pas leur satisfaction. Avec ces moyens, la police va être le plus proche possible des populations. Les populations n'auront pas besoin de se déplacer à la police, c'est la police qui va se déplacer vers les populations. Et par ces moments qui courent, vous savez très bien que l'utilité et l'importance de ce don de matériel n'est pas à démontrer. Donc nous remercions nos Japonais et nous disons aux policiers, la balle est maintenant dans notre camp. Le matériel tout seul, oui, c'est très bon, mais il faut les hommes derrière pour mettre en œuvre ce matériel. Donc nous allons conjuguer nos efforts, nous allons utiliser ce matériel à l'optimal pour donner les résultats que le peuple attend de nous. D'un montant global de plus de 3 milliards de francs CFA, la remise de ces matériels traduit l'excellence de la coopération entre le pays du soleil levant et le Burkina Faso. Le Japon s'est dit solidaire du peuple burkinabé. Il promet d'autres actions dans le domaine des infrastructures, de l'éducation et de la sécurité alimentaire.
Et pendant ce temps, d'autres projets se mettent en marche, notamment dans le domaine de la coopération transfrontalière. Des cadres de rencontres ont de ce fait été institués entre les collectivités territoriales. Celles de la Comore au Burkina et celles de la Côte d'Ivoire se sont rencontrées le 7 novembre dernier à Banfoura. La substance des échanges avec Siri Kimilogo et Kadou Romen Aki. Autour de la même table, des autorités de 4 entités administratives frontalières de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, des structures qui unissent ainsi leurs forces pour le développement de leurs collectivités respectives. C'est une rencontre de renforcement de la coopération transfrontalière que nous entretenons et on a estimé qu'il était bon temps qu'on puisse se retrouver, non seulement pour nouer le contact physique, ce qui pourrait faciliter après les communications et donc permettre de briser les barrières et pour permettre la libre circulation des biens et des personnes, donc nos populations qui vivent le long de la frontière. Il y a des difficultés, il y a des écueils. Pour pouvoir les surmonter, il faut que ce genre de rencontres nous réunissent et qu'à l'issue de ces rencontres-là, nous proposions des solutions qui puissent nous permettre de mettre fin à tout le moins réduire ces difficultés-là. Au cœur des échanges, le renforcement de la collaboration transfrontalière dans un climat de cohabitation pacifique. Une rencontre qui prône la coopération sud-sud. Et je pense que de telles rencontres pourront petit à petit amener les pays à comprendre que les populations n'ont pas du tout cherché à être séparées et qu'il faut les laisser vraiment s'intégrer. Et juste, il faut connaître les frontières pour les questions de souveraineté des États, mais cette souveraineté ne doit pas les amener à poser des barrières. Donc ces rencontres, c'est vraiment pour lever ces barrières et de faire de l'Afrique barrière à l'Afrique passerelle. Un exemple de coopération sud-sud soutenu par la GIZ PFUA dans le cadre du projet d'appui au programme frontalier de l'Union africaine. En conclave, également les acteurs de la géolocalisation à la faveur des journées portes ouvertes de l'Institut géographique du Burkina. L'objectif étant de déceler les difficultés liées au bon fonctionnement des missions de ces acteurs. Des communications sont prévues sur les différents référentiels dont dispose le Burkina, ainsi que l'utilisation de certains réseaux de géolocalisation satellitaires. Alidou Ilboudo et Beleman Nestor Atoui. Ils sont tous des acteurs de géolocalisation réunis ici à Ouagadougou. À travers ce forum, ils vont réfléchir sur les mécanismes mis à leur disposition, notamment l'utilisation du réseau GNSS Core pour mener à bien leur travail sur le terrain. Ce forum vise donc à rassembler donc tous ces acteurs. Nous allons débattre de l'ensemble donc du mécanisme, des modes d'utilisation donc que les uns et les autres en font. Et après, on va regarder ensemble comment est-ce qu'il faut projeter donc les perspectives pour pouvoir développer donc ces réseaux encore beaucoup plus davantage effectivement sur le territoire national. Le forum va consacrer des communications sur les référentiels géodésiques au Burkina Faso, la gestion et l'utilisation du réseau GNSS Core. Le GNSS, c'est l'équipement qui permet de capter à la fois les satellites américains, les satellites russes, les satellites européens, les satellites chinois et autres. Ce qui permet d'améliorer donc la précision la détermination des réseaux géodésiques. Au nombre de 13, acquis sous financement de l'État burkinabé et du Millennium Challenge Corporation, les réseaux GNSS Core sont repartis sur toute l'étendue du territoire national et fonctionnent de façon permanente. Le forum, lui, s'inscrit en marge des journées portes ouvertes de l'Institut géographique du Burkina. Elle s'achève, la campagne agricole humide avec des résultats mitigés par endroits. Pour ce qui concerne la région du Nord, par exemple, le bilan se veut à la fois excédentaire et déficitaire selon les localités. Mais qu'à cela ne tienne, il faut s'activer à la récolte. Et c'est ce que constatent Théophile Zongo et Karim Bikenga. C'est l'heure de la moisson pour les paysans du village de Ouagissi. Nous sommes au Passoré, dans la région du Nord.
À Niesga également, dans le Zondoma, les agriculteurs sont en pleine récolte. Malgré un démarrage tardif doublé d'une pluviométrie irrégulière, la campagne humide s'achève sur des notes de satisfaction pour ses producteurs. Nous avons souffert au début pour les semis. Par la suite, il y a eu les chenilles qui ont détruit les jeunes pousses. Mais grâce aux dernières pluies, le peu qui est resté a bien donné. Le démarrage de la saison a été difficile. Il y a eu des postes de sécheresse, mais les gens ont continué de travailler. Et grâce aux dernières pluies, la saison s'est terminée avec de bonnes récoltes chez nous. Chez d'autres, par contre, l'argent n'est pas au rendez-vous. Eux, ils attendaient mieux que ce qu'ils ont à récolter. Du coup, ils pensent à comment combler le manque pour boucler l'année à venir. C'est le cas de Salif Zebré à Bilingui dans la province du Yatenga. Malgré le regain de pluie courant octobre, une partie de son champ n'a même pas atteint l'étape de maturation. Ce mille ne peut pas me suffire. Quand tu as près de 30 bouches à nourrir, pour une telle récolte, il faudra acheter pour compléter. Il y a une partie qui n'a même pas atteint les piaisons. À cette phase de la campagne dans la région du Nord, le bilan est mitigé dans le monde paysan. Un bilan que les techniciens de l'agriculture partagent, tout comme les producteurs. Ces derniers l'expliquent par les aléas de la nature. Cette campagne agricole a été émaillée d'un certain nombre d'éléments. Premièrement, je voudrais juste faire noter que nous avons connu un démarrage un peu tardif de l'installation des pluies. Au cours de la troisième décade du mois de septembre, c'est-à-dire du 20 au 30 septembre particulièrement, nous avons noté des poches de sécheresse. Ça veut dire que nous n'avons pas reçu des pluies de quantité assez importante. Et le troisième élément caractéristique de cette campagne, c'est pratiquement aussi les regains des pluies au cours donc, de la première jusqu'à la troisième décade du mois d'octobre. On peut dire que la campagne, particulièrement au niveau de notre région, pourrait être une campagne moyenne à excédentaire d'une zone à l'autre. C'est une campagne agricole faite de déficits et d'excédents que l'on connaît dans la région du Nord. Mais pour cette partie du Burkina, de l'avis du directeur régional en charge de l'agriculture, la culture maraîchère constitue un recours pour réduire le manque à gagner, d'autant plus que les pluies tombées courant octobre ont permis le remplissage de certaines retenues d'eau. Des résultats, comme vous l'avez vu, qui sont certes tributaires de la saison pluvieuse, mais qui aussi peuvent être liés à la capacité des paysans dans la gestion des ressources naturelles. Et pour justement renforcer cette capacité, il leur est donné des connaissances nécessaires pour atteindre non seulement l'autosuffisance alimentaire, mais aussi leur autonomie. L'œuvre est de l'association Interzone pour le développement en milieu rural et premier résultat, la réalisation du tout premier village écologique à Beta, à 20 km de la commune de Zignaré. Voyons cela de plus près avec Oscar Soulama et Amandine Lalsaga. Faire pousser un bananier sur une roche latérique. L'idée est folle, mais Ablassé Comporé a réussi cette prouesse. Grâce à plusieurs techniques de régénération des terres, il a réussi à récupérer sur le site Tangzougou de Beta 5 hectares considérés aujourd'hui comme le premier village écologique du Burkina. Au début, ça a été d'abord des techniques et des pratiques vraiment de récupération des terres. Et les techniques, les pratiques vraiment de manière naturelle. Ça veut dire à travers des cordons pierreux, à travers vraiment les techniques de zaï, à travers les techniques de demi-lune, à travers les techniques de plantation d'andropogons pour encore reconforter les cordons pierreux et tout ça, mais aussi la plantation des arbres. La plantation des arbres surtout qui, au fil du temps, nous a amené à aller directement, et voilà, comme aujourd'hui, on est dans une idée de dire production fruitière. Avec une superficie de 5 hectares, le site de Tangzougou, en langue française Kolim,
est équipé d'une voûte nubienne, des cases d'accueil, de sanitaires, d'une étable pour bovins et ovins et d'un périmètre maraîcher et céréales irrigué par un forage muni d'une pompe solaire. Une ferme école. Chaque année, on organise également des rencontres inter-villages de tous les villages dans lesquels nous intervenons. Chaque village peut envoyer 4-5 personnes. On peut se retrouver à 20, 40 parfois, même sur des sites comme ça, et puis pouvoir en tout cas mesurer ensemble les résultats et tout le monde repart vraiment très bien convaincu. Donc pratiquement les retombées sont réinvesties pour effectivement développer la ferme, mais aussi pour appuyer également l'association même dans son fonctionnement. L'association Interzone pour le développement en milieu rural dispose d'un deuxième site de la même superficie à la lisière du barrage du Ziga. Monsieur Comporé et son équipe font de la récupération des terres dégradées leur cheval de bataille. Leurs zones d'intervention, l'Ubritanga, le Bam, le Namentenga, le Nyanya, le Ziro, le Yatenga, le Passeoré et le Sanmatenga. Dans un tout autre volet, on parle de la situation de la femme, de l'éducation, en somme de la vie quotidienne. Cela est abordé au travers d'œuvres artistiques par des peintres venus de plusieurs horizons. C'est à la faveur des rencontres internationales de peinture dites de Ouagadougou. Eh bien, elles se sont refermées avec des expositions-ventes et bien sûr des récompenses aux plus méritants. L'événement dans ces temps forts avec des artistes de l'image et de la plume. Il s'agit de Amadou Ilboudou et Amandine Lalsaga. Les rideaux se referment sur les rencontres internationales de peinture de Ouagadougou, RIPO. Du côté des organisateurs, on se félicite de la tenue de la 3e édition qui a réuni à Ouagadougou une semaine durant les artistes plasticiens du Burkina et d'ailleurs. Le fait de tenir ces RIPO, bon, c'est à quelque part aussi, c'est comme un challenge gagné parce que malgré, c'est nous aussi notre manière de dire non, qu'on ne cède pas quoi. Voilà, à cette peur, on ne cède pas à la terreur, à tout ce qu'on nous fait vivre, on ne cède pas. On y croit. On se dit qu'un jour ou l'autre, ça va s'arrêter. Ce sont au total 40 artistes de 19 pays d'Afrique, d'Amérique et d'Europe qui ont pris part au RIPO de 2019. Des trophées de reconnaissance et des prix d'encouragement ont été respectivement offerts aux doyens et aux artistes les plus méritants. Ce prix est déjà pour moi une dédicace pour mon pays, la Côte d'Ivoire. C'est un pays que j'adore. C'est pour moi une manière de pouvoir véritablement me concentrer sur mon travail. Je viens à peine de finir de l'école, je n'ai pas encore appris grand chose. Ce prix me pousse à aller un peu plus de l'avant en fait. Je veux encore creuser. Je vais encore faire des recherches et puis aller un peu plus loin. Et puis je voudrais dédier ce prix au Burkina Faso parce que c'est la toute première fois que je visite le pays. C'est un pays qui est riche au plan culturel et je l'adore. Compte tenu de la situation nationale, les RIPO se referment dans une ambiance sobre. Rendez-vous est pris en novembre 2021 pour la 4e édition des rencontres internationales de peinture de Ouagadougou. Artiste également de par son savoir-faire dans le domaine de la couture, il n'est plus à présenter pour les amoureux de la belle étoffe. Le styliste Patéo offre de quoi se vêtir aux déplacés de la ville de Kongoussi dans le BAM. Des vêtements accompagnés de kits d'hygiène d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Le témoignage de la remise avec Amadou Marcel Tau. Le créateur styliste modéliste Patéo, solidaire envers les déplacés de Kongoussi. Ce natif de la localité, installé en Côte d'Ivoire, revient les mains chargées de vêtements et de nattes entre autres pour soutenir les populations vivant dans des conditions difficiles. Quelque part, nous on mange, on dort et puis on rit. Quelque part, il y en a qui n'en ont pas. Donc je pense que c'est vraiment c'est très symbolique pour dire que nous pensons toujours à eux et que nous continuons de penser à eux. Et c'est avec vraiment un pincement de cœur qu'on voit que des gens abandonnent leur village pour aller se réfugier. On est refusé dans son propre village. Voilà un peu comment ça quand vous êtes de l'autre côté, c'est impensable, mais bon voilà. Estimé à 5 millions de francs CFA, ce don se veut également un soulagement pour les autorités locales dans leur élan de solidarité dans la province. Nous sommes très contents de cette contribution
Et ça vient en tout cas contribuer à rassurer cette population-là, que malgré les difficultés qu'elle traverse, beaucoup de gens pensent à elle, et surtout ses fils qui sont ailleurs. Donc c'est vraiment un sentiment de reconnaissance et de joie qui nous anime. À l'image de Pateou, le secrétaire général du BAM appelle l'ensemble de la diaspora, surtout celle ressortissante de la province, à faire autant pour donner de l'espoir à ces déplacés. Et hors de chez nous en Bolivie, le président Evo Morales jette l'éponge. Après 3 semaines de protestation contre sa réélection, faisant fi du référendum de 2016, il se présentait pour un 4e mandat présidentiel. Aux cris de joie qui ont accueilli sa démission se sont succédés des saccages et des incendies de domicile de plusieurs personnalités boliviennes. Un mandat d'arrêt a été lancé contre Evo Morales au moment où la 2e vice-présidente du Sénat revendique son droit à devenir chef d'État par intérim. Des célébrations ont d'abord accueilli la démission du président bolivien Evo Morales après 3 semaines de protestation contre sa réélection. Puis dans la nuit, selon des médias locaux, des autobus et des domiciles de personnalités boliviennes ont été incendiés à La Paz et à El Alto, une ville proche de la capitale. Des partisans d'Evo Morales sont montrés du doigt. Mais avant ces troubles, la joie des opposants s'est exprimée. Dieu existe, il y a un Dieu qui existe. Evo Morales, après avoir fait tant de mal au pays, est parti par la fenêtre. Et Dieu le jugera en temps voulu. Nous sommes libres. Oui, nous pouvions nous débarrasser de ce dictateur. Je crois que nous sommes libres. Maintenant, nous pouvons dire que le peuple est plus uni que jamais. Tout s'est passé très vite dimanche. Le matin même, Evo Morales avait annoncé la convocation de nouvelles élections pour pacifier le pays. Puis l'Organisation des États américains, qui avait fait un audit du scrutin du 20 octobre, a rendu son verdict. Pour l'OA, il y a bien eu fraude et manipulation. Il fallait annuler l'élection. L'armée et la police sont alors poussées. Evo Morales a annoncé sa démission de bolivien. Dans la soirée, la présidente du tribunal suprême électoral a été arrêtée. Sans le soutien des militaires boliviens, la présidence de Morales était condamnée. L'opposition s'est réjouie. Un mandat d'arrêt a été lancé contre Evo Morales selon l'un des principaux opposants, Luis Fernando Camacho. La Bolivie va être l'espoir pour toute l'Amérique latine afin que le communisme s'en aille et que la région soit libre et démocratique. Depuis la démission d'Evo Morales, le vice-président, les présidents du Sénat et de la Chambre des députés, des ministres et des députés ont démissionné. La 2e vice-présidente du Sénat, l'opposante Janine Áñez, a revendiqué son droit à devenir chef de l'État par intérim dans le but d'organiser de nouvelles élections. Premier président autochtone élu en 2006, Morales avait ignoré le référendum de 2016 en se représentant pour un 4e mandat présidentiel le 20 octobre dernier et déclenché la colère de la population et de l'opposition. Et avant de nous quitter, je reprends pour vous ce communiqué du gouvernement. Le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, apporte un démenti formel à des rumeurs véhiculées faisant état de l'instauration d'une rafle générale et d'un couvre-feu à Ouagadougou. Cet acte de désinformation sur les réseaux sociaux fait partie des œuvres obscurantistes d'hommes et de femmes qui ont des intérêts inavouables à déstabiliser notre faso. Le gouvernement appelle la population à la vigilance face à cette campagne d'intoxication et de manipulation de l'opinion à travers la diffusion d'informations erronées sur les réseaux sociaux. Il invite les populations à vaquer normalement à leurs occupations. En outre, le gouvernement informe que des actions vigoureuses sont mises en œuvre pour mettre un terme à ces pratiques. Ces actions concernent tant ceux qui publient que ceux qui relaient ces informations erronées. Et c'est ce qui referme l'édition de ce jour. Prochain rendez-vous 19h, 20h et 22h30. Moi je vous dis à demain, Dieu voulant.